Bonsoir chers amis et bienvenue pour la deuxième conférence du mois de février. Pour ceux qui étaient présents à Salpêtra la semaine dernière, nous avons pu écouter le professeur Christian Amalvi, professeur émérite à l'université Paul Valéry Montpellier III, qui a présenté son dernier ouvrage sur François Mitterrand grâce à la librairie La Cavale, représentée par André Couteau. Il nous a entretenu de l'action culturelle de l'ancien président de la République, et quel président de la République, François Mitterrand. Et c'était une conférence édifiante, passionnante, savante, car quand il s'agit d'écouter et d'entendre, de comprendre Christian Amalvi, on en sort toujours plus instruit, parce que son érudition n'est plus à démontrer. On lui doit de nombreux ouvrages de référence sur l'histoire, l'historiographie et, concernant l'histoire, sur l'histoire locale et régionale. Ce soir, c'est notre ami parisien, Jean-Claude Coupermin, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être des nôtres. Avant un mois de mars relativement dense, relativement riche, puisque nous ouvrirons le bal le 4 avec notre ami Michael de Saint-Chéron, écrivain, à l'activité littéraire soutenue, qui viendra nous présenter lui aussi son dernier livre. Le 12, l'historien de la Shoah, Tal Gutman, viendra parler d'Auschwitz. Ce sera un moment fort de la programmation 2024-2025. Avant que nous ne mettions les petits plats dans les grands pour le ministre d'État Manuel Valls le 20 mars, à la salle des rencontres de l'Hôtel de Ville de Montpellier, qui lui aussi viendra présenter son dernier ouvrage concernant son engagement politique. Il m'est agréable d'excuser Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Il est tout excusé car bien représenté par Sylvia Houlet, son adjointe au maire de la ville, déléguée à la vie associative et au Maison pour tout. Excusez également Carole Delga, qui nous a envoyé un message sympathique pour témoigner de sa proximité, précisant qu'elle pourrait, elle également, être des nôtres ce soir pour cette belle conférence qui a trait à la Shoah. Et quoi vous dire d'autre en préambule, bien évidemment. Vous pourrez retrouver cette conférence dès demain sur notre chaîne YouTube, qui est actuellement richement achalandée grâce à notre petite série Harari sur l'histoire des Juifs à Montpellier à travers les âges. L'occasion de découvrir aussi à travers des petites vidéos d'1 minute l'évolution urbanistique de la cité de Montpellier, qui était la deuxième ville du Royaume de France pour l'époque médiévale, qui a toujours été très prisée des Montpelliérains. Et sans faire d'anachronisme, nous jonglons, nous baladons du haut Moyen-Âge à l'époque contemporaine, des petits clins d'œil à cette présence diffuse, à cette présence importante pour la période médiévale, qui est associée de manière glorieuse à la transmission du savoir entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale, une présence en pointillé pour l'époque moderne, avec des cas de crypto-judaïsme, et l'époque contemporaine, suite à l'émancipation, où les Juifs, surtout d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et orientale, s'inscriront dans les pas de leurs coreligionnaires médiévaux, en ayant une activité, alors non moins peut-être intellectuelle, encore que, mais en tout cas plus politique, puisqu'ils seront dans le débat d'idées du monde juif fin 19e, début 20e, comment résoudre le problème judaïque en Europe de l'Est, notamment suite au pogrom, souhaitant une émancipation dans ces contrées lointaines, et qui embrasseront deux courants censés être émancipateurs pour le judaïsme, le socialisme révolutionnaire, le bouddhisme et le sionisme. J'aimerais remercier Sylvia Houlet qui nous soutient, qui nous aide pour ces petits films, puisque j'ai eu, grâce à elle, l'occasion de monter sur la tour des Pins médiévales ou la tour de la Babotte. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas ouvert au fil de tourisme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Montpelliérains qui sont montés au sommet de la tour des Pins pour vérifier la prophétie de Nostradamus, et nous verrons dans l'un de ces épisodes à venir que Michel de Notre-Dame, qui est associé à la Provence et qui est chrétien, est de double ascendance juive, père et mère. On en parlera un petit peu plus tard. Ce soir, nous accueillons donc Jean-Claude Coupermin. C'est pour la deuxième fois qu'il nous rend visite à Montpellier. C'est une
C'est un récidiviste, c'est une éminente personnalité juive française. Il a des responsabilités dans vraisemblablement la plus noble institution juive française, l'Alliance israélite universelle. Et en allant chercher tout à l'heure à Sud de France, nous évoquions notamment la mémoire d'Adolphe Isaac Crémieux, que Carole connaît si bien, fierté nimoise, à qui l'on doit notamment l'émancipation des Juifs de Roumanie, le décret Crémieux, qui a été un grand avocat, ministre de la Justice, et l'un des responsables de l'Alliance israélite universelle. Alors, Jean-Claude Coupermic va intervenir effectivement ce soir autour de l'intitulé suivant, le sort des bibliothèques et archives juives pendant la Shoah, l'exemple de l'AIU, l'Alliance israélite universelle. On connaît maintenant, le grand public connaît un petit peu mieux la spoliation des biens juifs, la politique notamment d'aryanisation économique vichiste, mise en place par le CGQJ, le Commissariat général aux questions juives, véritable ministère des Affaires juives pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Ce que l'on sait moins, c'est le sort des archives juives, des bibliothèques, et notre ami va nous entretenir de ce beau sujet. Il est directeur de la bibliothèque et des archives de l'Alliance. Il est président du réseau européen des bibliothèques judaïca et hébraïca et secrétaire de la Commission française des archives juives. Il va intervenir avant de répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup, cher Michael. Merci de cette invitation. Un plaisir de pouvoir me retrouver avec vous dans cette magnifique salle Pétrarque. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci à vous tous de vous être déplacés ce soir. Effectivement, je vais vous parler d'un thème qui est universel, les pillages qui sont consécutifs à toutes les actions de guerre menées de tout temps dans l'histoire de l'humanité, bien sûr, mais là d'un pillage bien particulier qui a beaucoup de particularités justement qui lui sont vraiment propres. On va les détailler ensuite. Mais d'abord, je dois vous dire quelques mots donc, sur, comme on dit aujourd'hui, d'où je parle. Hein, voilà, pourquoi je m'intéresse à ce sujet. Comme Michael l'a dit, je dirige donc une des institutions documentaires, patrimoniales les plus importantes en Europe. Il faut savoir qu'en France se trouve la toute première bibliothèque juive d'Europe dans sa quantité, dans son ancienneté, dans la richesse de son fond. Et cette bibliothèque, c'est celle de l'Alliance israélite universelle. L'Alliance israélite universelle, d'ailleurs, on aurait pu, dans votre présentation, ajouter une troisième voie possible au destin juif entre le sionisme et le bouddhisme. Et c'était vraiment cette voie de l'Alliance qui a été celle d'une émancipation, celle d'un modèle juif copié sur l'émancipation offerte par la Révolution française. C'est vraiment les bases de ce qu'on appellerait aujourd'hui encore le franco-judaïsme, était au sein de l'Alliance. C'est une institution donc, qui naît en 1860, qui a une activité d'abord politique et diplomatique. Vraiment, elle est créée pour ça, elle est créée pour défendre les juifs persécutés dans le monde. 1860, on est bien avant une idée sioniste bien ancrée. Le congrès de Bâle, Herzl, c'est 1897, même s'il y a déjà des débuts de départ de juifs vers Israël. On est aussi à une époque où le monde est gouverné par des empires. Et l'Alliance fait partie de cette époque, avec, bien sûr, c'est aussi l'époque des développements coloniaux, c'est l'époque dans la croyance au progrès, c'est au XIXe siècle. Et l'idée de ces quelques jeunes hommes qui créent l'Alliance en 1860, c'est d'apporter les bienfaits de l'émancipation, les bienfaits du progrès, de cette modernité occidentale, et à travers la langue et la culture française, à un maximum de juifs dans le monde. Alors, géographiquement, et ça a une importance pour le contenu de nos bibliothèques et de nos archives, l'Alliance ne va pas pouvoir agir partout, mais elle va être principalement située et active autour du bassin méditerranéen dans l'Empire ottoman. Donc c'est ce qui explique à la fois les implantations des écoles de l'Alliance, et puis aussi la fidélité
l'Empire ottoman et les territoires, les pays arabo-musulmans pour la plupart, mais qui ont encore une fidélité à l'Alliance et souvent à la langue et à la culture française grâce à cette institution qui avait créé donc tout un réseau d'écoles. Mais elle a aussi été très importante dans le domaine de la culture et de la science du judaïsme, du savoir juif. Au XIXe siècle, c'était important de voir que se créait tout un pan un domaine, disons, de recherche universitaire autour du judaïsme qui s'éloignait du judaïsme traditionnel, du judaïsme religieux ou du rapport au texte biblique. On est entré dans l'étude de l'histoire juive, de la sociologie juive, de l'art juif, etc. Et ça commence à cette époque-là. Et les gens qui dirigent l'Alliance sont des représentants de ce mouvement-là, certainement comme Salomon Munk, Isidore Lévy, Isidore Leube, par exemple, sont des noms représentatifs. Et donc, ces personnalités, en plus donc de l'action politique, diplomatique, on défend les juifs partout en intervenant dans des congrès, des conférences pour parler aux États et défendre les droits des minorités juives. L'aspect scolaire, on crée très vite, entre 1860 et 1914, vont se créer plus de 180 écoles qui vont scolariser des milliers de jeunes gens et de jeunes filles, ce qui est très important aussi dans ces développements. Et on crée aussi une bibliothèque. Donc très vite, dès 1860 en fait, il est institué un lieu qui va réunir des documents intéressants la vie juive et une sorte de centre de documentation, si vous voulez, à l'origine. Ça va devenir très vite une bibliothèque savante et patrimoniale qui va se développer par les bons soins de ces savants qui sont proches de la Société des études juives, par exemple, qui vont parfois hériter de livres, des collections comme celle du savant italien David Luzzatto, qui va pouvoir être acheté, qui recèle des manuscrits médiévaux magnifiques, des très grandes collections de livres, comme celle du rabbin Zadok Khan, par exemple, celle là encore une connaissance commune pour Caroline en particulier, celle de Bernard Lazare. Bernard Lazare, le premier défenseur de Dreyfus. Les livres de sa bibliothèque personnelle vont se retrouver à l'Alliance et petit à petit, comme ça se constitue une collection tout à fait remarquable. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on a une bibliothèque qui est déjà très connue dans le monde savant, y compris en Allemagne, bien sûr, et qui recèle plus ou moins 50 000 volumes. En 1939, au début de la guerre, l'Alliance vient de faire un grand investissement en équipant son siège social, son hôtel particulier de la rue Lavrière, dans le 9e arrondissement, d'une salle de lecture, tout à fait moderne pour l'époque, d'une grande tour de stockage des livres. Enfin, vraiment, déjà, on est dans les années 30 et on est déjà dans cette volonté poursuivie depuis les origines de l'Alliance de créer et maintenir un ensemble documentaire de très haut niveau et accessible aux chercheurs. Donc voilà où on est plus ou moins cet ensemble disons, au début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, bien sûr, l'histoire de l'Alliance et de sa bibliothèque se continue. Là, j'ai évoqué ce qui se passe principalement pendant les années de guerre. Il faut savoir que, bien entendu, la bibliothèque continue. Et je vous encourage évidemment à venir nous rejoindre, à utiliser ces services. Et je mentionnerai en particulier une bibliothèque numérique. Vous allez sur un moteur de recherche, je n'en citerai pas en particulier, mais en tapant bibliothèque numérique Alliance, et vous allez tomber sur un outil qui vous donne accès à des milliers de pages de documents, beaucoup de journaux, des livres, beaucoup de photographies également, qui retracent le passé juif, donc très attaché à l'histoire des Juifs en France, à l'histoire de l'Alliance, et donc de tous ces Juifs du bassin méditerranéen et de l'ère balkanique, mais tous les sujets sont abordés en fait dans notre bibliothèque, et donc c'est une bibliothèque qui est toujours active, vivante, qui reçoit des chercheurs et qui est disponible et accessible pour tous les publics. Donc je vous invite vraiment à distance, c'est évidemment un tout petit peu plus compliqué, mais il y a quand même déjà beaucoup de ressources qui vous sont offertes. Alors on va parler aujourd'hui du pillage, des pillages culturels de la Seconde Guerre mondiale et
principalement des nazis. Je dis principalement parce que vous allez voir qu'on a un autre intervenant qui va très vite apparaître dans l'histoire. Donc, les pillages, comme on l'a dit, c'est ce qui se passe dans tout conflit humain depuis toujours. Mais là, ici, on a vraiment un pillage particulièrement, j'allais dire, à la fois organique et organisé. Excusez-moi, je dois manipuler mon ordinateur. Donc, le régime nazi, en fait, s'est très vite consacré, on va dire, à cet aspect-là de la guerre, mais même avant la guerre, pour la population juive allemande déjà avant la guerre, et au fur et à mesure des invasions des troupes allemandes, il a été demandé à des... s'est constitué, on va dire, des groupes, des groupes de travail, si j'ose dire, spécialisés dans le pillage. Et à chaque nouvelle conquête des nazis, ces groupes ont commencé à récupérer, voler les biens, principalement les biens culturels. Le pillage s'est étendu à toutes sortes de biens, mais en particulier les biens culturels. Et comme on connaît de mieux en mieux la situation concernant les œuvres d'art, c'est vraiment quelque chose qui est rentré de plus en plus dans le grand public, y compris par des films, y compris par des nouvelles fracassantes quand on retrouve une collection, mais on sait beaucoup moins que les livres, les archives, les papiers ont été tout autant et de manière organisée victimes de ces vols. Donc c'est d'abord non pas quelque chose de contingent, un peu comme un butin de guerre où les conquérants vont voler ce qui se trouve sous la main, non, c'est vraiment une volonté. Alors, quand on associe nazisme et livres, et en particulier livres juifs, on a tous dans la tête une image. C'est celle de l'autodafé, c'est celle des livres qui sont brûlés dans les universités allemandes, c'est celle des listes de livres interdits, etc. C'est une partie de la réalité, c'est vrai. Mais je vais vous montrer que l'Allemagne nazie a consacré énormément de temps, de moyens et d'efforts à récupérer, conserver et utiliser des livres, en particulier des livres juifs, pendant toute la période de la guerre. Alors, évidemment, pourquoi? On peut se demander donc, quel est l'objectif des nazis pour réaliser ces pillages de biens culturels en général. Alors, il y a plusieurs concepts, on va dire, qui sont liés à l'histoire du nazisme. Ils ont développé cette idée. Il faut bien toujours comprendre le langage nazi qui dit souvent le contraire de ce qu'il réalise. Il y a un concept allemand de Kunstschutz, de protection de l'art. D'accord ? Donc l'idée c'est les œuvres d'art, les biens culturels qu'ils vont retrouver sont en mauvais état, plus personne ne s'en occupe, etc. Donc on va se les approprier pour les confisquer en fait et les transférer en Allemagne et en prendre la valeur. Il y a un concept plus purement lié à l'histoire du nazisme, c'est l'idée de musées et de créer des lieux culturels répondant à la demande intellectuelle idéologique du nazisme. Il y a par exemple l'idée de créer un Führermuseum, un musée dédié à Adolf Hitler, à Linz, et pour alimenter un tel musée, on va voler des œuvres dans le monde entier pour montrer la grandeur de l'Allemagne. De la même manière, on connaît un peu mieux l'idée de ce qui s'est passé à Prague, dans la ville de Prague, où les nazis ont voulu monter un musée du peuple disparu. Ils ont, à cette fin, là encore, réalisé un très grand nombre de vols, d'objets du culte, d'objets religieux, etc., qu'ils souhaitaient exposer dans ce musée de Prague. Et c'est une deuxième idée derrière ces pillages. Il y a aussi l'idée, on l'a évoqué très très vite, l'idée d'arianisation, c'est-à-dire que économiquement, tous les biens doivent tomber dans les mains du peuple allemand
c'est les ennemis du Reich, en fait. En premier lieu, les Juifs, évidemment, puisque toute la politique raciale du nazisme est vraiment basée, c'est vraiment quelque chose de fondamental, hein, cet antisémitisme vraiment profond, mais on parle aussi des tziganes, mais on parle aussi du monde socialiste et communiste, du monde syndical, on parle aussi des Slaves, hein, globalement. Donc il y a toute une série de peuples, de groupes sociaux qui sont mis à l'index par le nazisme, et donc, par définition, leurs biens doivent être pillés, appropriés par les nazis eux-mêmes. Tout cela justifie donc une organisation qui, on va le voir, aura un effet très très étonnant, c'est-à-dire une mobilisation de moyens en pleine guerre qui peut nous sembler très, très curieuse. Alors, parmi les agents, disons, principaux de ce pillage, on trouve un groupe dont je vous donne le nom en allemand, qui vous sera très familier, mais ensuite on aura un moyen mnémotechnique plus simple. C'est l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, maintenant désormais appelé ERR, ce sera plus simple pour nous tous, donc, qui est vraiment à la pointe de toute cette histoire de spoliation et de vol, en particulier pour les livres. Ils vont aussi s'occuper d'œuvres d'art, mais pour les livres et les archives, ils vont vraiment être très présents. Donc le Rosenberg de ce ERR, c'est Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg qui est vraiment un des idéologues du nazisme, grand conseiller de Hitler, très, très proche d'Hitler, et qui crée donc plusieurs mouvements, plusieurs organisations, mais entre autres, en 1940, la guerre a commencé, les invasions en Europe par les nazis ont commencé, et il crée donc cette équipe-là, une équipe spécialisée dans le pillage, principalement des bibliothèques, des archives et des œuvres d'art. Et donc le RR va être à l'origine du déplacement et du vol vraiment de millions de livres dans toute cette période. Alors, pourquoi on récupère des livres, et en particulier des livres juifs? Parce que dans l'organisation voulue par Rosenberg avec l'accord de Hitler, il est question de créer, il va se créer une université, on va dire, d'élite pour les nazis. C'est la Hochschule, la haute école, la grande école, qui est destinée à former les élites du nazisme, mais c'est comme une université, on va dire, du nazisme, avec l'idée bien particulière qui nous est toujours difficile à accepter, qu'on est face à un Reich qui se veut un Reich de 1000 ans, et que donc la haine du juif, la place que le juif tient dans le discours nazi et dans les motivations d'action nazie, même si les juifs sont détruits, ce sera la volonté qui va se révéler au fur et à mesure, et ben, il va falloir quand même que cette connaissance du fait juif à la mode nazie reste d'actualité dans la mentalité allemande. Il faut donc continuer à former les élites allemandes pour ça, et donc on va réunir une documentation extraordinaire concernant les juifs qui va être aux mains des nazis. Alors, donc le RR dépend du parti, à la fois du parti nazi et de l'armée. Elle arrive assez vite, bien sûr, en Europe, et elle va être active dans tous les pays. C'est-à-dire qu'on va avoir le RR, une élection très importante en France, bien sûr, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, et puis, au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, après, évidemment, l'invasion, la rupture du pacte germano-soviétique et l'invasion de la Russie, elle va être aussi active à l'est de l'Europe, en Pologne, en Lituanie, dans les États baltes, et aussi dans le sud de l'Europe, particulièrement en Grèce. Un grand nombre de villes de Salonique, c'est le drame qui a été pour les populations juives elles-mêmes, l'arrivée des nazis à Salonique, ça s'est accompagné aussi du pillage, de ce pillage des livres. Et le RR, on va comme ça petit à petit
gagner du terrain au fur et à mesure que l'armée allemande avance. Ils seront là, ils seront parfois avant ou les tout premiers à agir pour piller et pour déplacer ces collections et ces livres. Encore une fois, on pille non pas pour détruire, mais pour constituer des bibliothèques, pour vraiment utiliser ces ressources, et pas forcément uniquement dans un but mercantile. Pour les œuvres d'art, on peut toujours se poser la question. Il y a bien sûr une idéologie aussi derrière les œuvres d'art. Il y a cette notion d'art dégénéré que les gens ont mis en avant, et donc il faut supprimer ces artistes du XXe siècle qui ne conviennent pas au modèle nazi, mais c'est aussi un grand trafic entre les dignitaires nazis, certains marchands plus qu'indélicats. Il y a un marché. Pour le livre, il y a assez peu de marché. Il y a très peu de livres qui ont une très grande valeur. Là, on parle de masse de livres qui sont des livres d'études, des livres savants. Et donc, encore une fois, la motivation n'est pas économique, là. Elle est vraiment bien plus idéologique. Bon, Alfred Rosenberg lui-même, il va faire partie capturé par les Alliés à la fin de la guerre. Il sera condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au procès de Nuremberg. Il va être exécuté, condamné à mort. Il sera pendu à l'automne 1946. Alors, ce pillage va être présent dans plusieurs pays. Et en fait, Paris est la première. Excusez-moi, le son vous convient, vous m'entendez correctement. Paris va être la première capitale à héberger les services de l'ERR. Et donc dès 1940, il se retrouve là. Alors, il se retrouve là en 1940, mais c'est aussi la suite d'une histoire. En fait, Rosenberg, je vous ai dit qu'il était très proche d'Hitler. Dès les débuts du régime, en 1934, il est nommé par le Führer, par Adolf Hitler, comme responsable supervisant l'intégralité de l'enseignement et de la formation intellectuelle et idéologique du parti nazi, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ce centre de commandement intellectuel, disons, c'est le DBFU, et à l'intérieur de ce DBFU, Rosenberg va donc non seulement gagner du pouvoir, ça c'est très important dans l'organigramme du nazisme, il y a énormément de rivalité, il va aussi avoir des moyens, des moyens d'agir. Alors ce DBFU donc, va se ramifier, il va y avoir beaucoup de centres d'action différents, il va engager un certain nombre de savants et de spécialistes des bibliothèques et des archives, des gens très, très qualifiés qui vont travailler là et qui vont agir. Donc, les Allemands arrivent en juin 1940. Dès les premiers jours, ils vont se préoccuper, par exemple, de vider, en tout cas de repérer ce qui se trouve au Grand Orient de France. Une franc-maçonnerie est aussi des ennemis. C'est à ce moment-là que va se créer ce fameux Eisenstadt, c'est-à-dire ce groupe à la fois militaire et d'experts qui va pouvoir agir. Donc, les gens qui travaillent pour Rosenberg vont devoir alimenter la Hochschule. Et cette Hochschule aura elle-même aussi plusieurs centres d'action. Il va y avoir une bibliothèque centrale à Berlin, et puis il va y avoir une bibliothèque très spécialisée qui va se trouver à Francfort et qui est l'Institut de recherche sur la question juive. Institut zur Erforschung der Judenfrage, IEJ. Donc l'Institut, on va l'appeler IEJ pour la suite, qui elle se crée à Francfort. Et c'est pour alimenter cette bibliothèque-là en particulier que les nazis vont saisir les bibliothèques juives. Et se trouvant à Paris en 1940, pratiquement la première cible, c'est la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, qui est évidemment connue du monde allemand. Il y a beaucoup de contacts au fil des années entre la France et l'Allemagne, même après les débuts du nazisme. Et puis il y a aussi beaucoup de contacts
savants universitaires. Les spécialistes allemands connaissent très bien l'existence de la bibliothèque de l'Alliance. Et donc, ils vont viser cette bibliothèque et on a des listes de saisies effectuées dans les premières semaines de la guerre qui sont très, très précises. En fin août 1940, les troupes allemandes investissent donc le bâtiment de la rue La Bruyère, le bâtiment du siège social de l'Alliance, et vont vider près de 600 cartons. Ce n'est pas des petits cartons de déménagement, c'est des caisses, imaginez des grandes caisses en bois qu'on utilisait pour les transports massifs. C'est 600 caisses en bois, c'est peut-être, les chiffres sont difficiles, mais on parle autour de 30 000 livres qui vont être saisis dans cette bibliothèque. C'est la quasi-totalité de ce qui se trouvait dans les rayonnages, tout neuf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'Alliance venait de créer pour abriter sa bibliothèque. Ils vont s'attaquer aussi à une autre très grande bibliothèque juive à Paris, c'est celle du séminaire israélite, l'école rabbinique de France, séminaire israélite, là où on forme les rabbins de Vauclin, institution qui existe encore aujourd'hui, et qui elle aussi a fait une très, très riche bibliothèque. Elle va être victime. Ils vont toucher donc, le Grand Orient, ils vont toucher des collections privées aussi. Ils se rendent dans les habitations de plusieurs membres de la famille Rothschild. Là aussi, ils vont largement se servir. Et puis, ils vont aussi se tourner vers d'autres types d'ennemis. C'est les bibliothèques slaves. La bibliothèque polonaise à Paris, une très ancienne bibliothèque et très riche. La bibliothèque Tourgueniev, la bibliothèque ukrainienne, vont être, elles aussi, au même moment, victimes de ces pillages. La bibliothèque ukrainienne, c'est pas amusant du tout, mais elle s'appelle Petliura. Je ne sais pas si le nom de Petliura vous dit quelque chose, ça fait partie de ces personnages ambigus de l'histoire, qui, aux yeux des Ukrainiens, il a été président de la première république ukrainienne, un libérateur, un patriote, nationaliste. Aux yeux des Juifs, c'est un auteur de pogrom. Cette bibliothèque existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et donc on a ces livres donc, qui sont volés. Là encore, je le dirai peut-être plusieurs fois, mais on est en pleine guerre et plus le temps va passer, en 1942 et surtout à partir de 1943, l'effort de guerre allemand doit faire face au combat sur le front de l'Est. Malgré ça, l'effort de pillage ne va jamais diminuer, ne va jamais cesser. Il faut imaginer que si vous avez dans un lieu près de 600 caisses à manipuler, ça demande des hommes, ça demande du matériel, ça demande des camions, ça demande aussi des trains pour les transporter, etc. Les nazis vont choisir vraiment de consacrer ces ressources à cet objectif-là. Donc, cette fameuse bibliothèque donc, de l'IEJ, l'Institut des études juives à Francfort, elle va prendre forme et se développer. En fait, c'est la seule de tous ceux qui avaient été prévus dans le plan de Rosenberg qui va vraiment voir le jour. D'autres bibliothèques ont été prévues, mais celle-là, oui, elle va voir le jour. Et pourquoi? Parce que les vols ont eu lieu. Donc, les nazis sont en possession de ces livres. Et encore une fois, au lieu de les détruire, au lieu de les cacher, eh bien, ils vont organiser une bibliothèque savante avec des milliers de livres juifs. C'est à l'époque, certainement, la plus grande bibliothèque juive du monde qui est constituée par les nazis. C'est quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui à réaliser, à comprendre, mais c'est une réalité. Elle va s'installer d'abord à Francfort, et puis à partir, principalement de 1943, quand il y a aussi l'effort de guerre des Alliés, produit des bombardements massifs sur les villes allemandes, va se passer encore un phénomène qu'on trouve plusieurs fois, c'est que les nazis vont protéger cette bibliothèque, comme ils vont protéger souvent les livres juifs. Et on va arriver à ce paradoxe, un de plus, que dans les villes de Francfort, la bibliothèque universitaire va être écrasée sous les bombes alliées, mais la bibliothèque juive, elle aura été évacuée, cachée dans un château, et elle survivra. Donc, évidemment, nous, on ne peut que s'en réjouir aujourd'hui, mais c'est quand même, là encore, totalement
voir les efforts qui ont été faits pour protéger ces livres volés. Et donc à la fin de la guerre, on va retrouver ces livres dans un château à Ungen, qui est à 70 km au nord de Francfort, et c'est ce qui va sauver ces collections. La grande bibliothèque de la Hochschule, donc pas celle qui est à Francfort, elle avait commencé aussi à travailler, et donc un certain nombre de livres juifs de l'Alliance et d'autres sources vont se retrouver également dans cette bibliothèque. Mais celle-ci, elle va être dans le territoire à la fin de la guerre, elle va être donc là aussi cachée dans un château, dans un monastère à Transenberg en Autriche, et là c'est les troupes anglaises qui vont les trouver à la fin de la guerre. Et ces aléas, on va dire, militaires vont décider du sort de ces documents pour la suite. Donc ces livres se retrouvent à Transenberg, et donc les Britanniques s'en saisissent, et on verra comment se passe l'idée de la restitution. Il y a un autre organisme qui est beaucoup moins connu, mais qui a été tout aussi dramatiquement actif, c'est un des bureaux du RSHA, de l'Office du Reich pour la sécurité, dont un des bureaux était la Gestapo. Par exemple. Là, c'est le 7e bureau du RSHA qui a lui aussi une mission de Boll, qui rentre en concurrence, je peux rentrer dans les détails avec le RR, mais qui va largement aussi contribuer à ces Boll, tous les pays que j'ai déjà cités. Hein. Et eux, ils vont transférer leur collection beaucoup plus à l'est, à Ratibor. Donc c'est à l'est de l'extrême est de l'Allemagne, et c'est là en fait qu'une autre masse très très importante de livres et d'archives qui ont été volés par l'Europe vont se retrouver. Autre source, là encore, de spoliation, mais alors là, on ne parle plus cette fois-ci de collections, oui, celle de l'Alliance, celle des francs-maçons, bibliothèques spécialisées, etc., qui sont constituées avec un objectif. On va parler du vol, du pillage des livres dans les appartements, et principalement dans les appartements des Juifs déportés. C'est ce qui va prendre le nom de Möbelaktion, l'action meuble, qui est aussi supervisée par le RR, hein, et par le même genre. Et là, on est dans une action de masse, si je veux dire. L'idée là encore, l'idée là n'est plus de confectionner une collection de livres à des fins de recherche, c'est de récupérer, c'est le nom l'action meuble qui fait penser, récupérer tout ce qui est possible sur le territoire occupé, en particulier sur les victimes juives. Donc l'action meuble, on va visiter les appartements laissés inoccupés par des juifs déportés. Hein. Et là encore, c'est toute une énorme organisation. Et là encore, des millions de livres vont se trouver déplacés à côté de meubles et d'autres objets du quotidien de ces appartements, dont la plupart, vous imaginez bien, la plupart des appartements des juifs vivant à Paris à l'époque, c'est pas les Rothschild, hein, c'est clairement des familles très 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 modestes, mais il y a aussi des appartements de savants, de politiques, de médecins, d'avocats, etc., pour qui les livres sont un outil de travail, en fait, qui vont se retrouver là encore vidés et transportés. Alors là, ils ne vont plus être mis dans des bibliothèques, mais ils vont être envoyés dans les foyers allemands. L'idée, c'est que les Allemands étant eux aussi, évidemment, dans une économie de guerre très stressante, disons, avec très peu de moyens, beaucoup de destruction, et ben, ils vont se servir sur les pays occupés pour récupérer des meubles, des instruments de cuisine et des livres qui vont redistribuer. Donc vous voyez, ce tableau très, très rapide vous montre qu'il y a eu des déplacements de population énormes, des destructions de population, on le sait bien, mais il y a eu aussi un déplacement de ces fameux livres qui a duré pendant toute la guerre. Donc, vous avez vu donc quelques-uns des principaux acteurs de toute cette action. Et donc là, on va continuer à avancer dans
dans l'histoire et on va s'intéresser à ce qui se passe à la fin de la guerre, voilà, quand on a retrouvé ces livres, puisqu'ils sont, certains ont été détruits, mais la plupart vont se retrouver cachés dans des immeubles, dans des châteaux, etc. Voilà. Et l'armée américaine va créer un centre très particulier qui va s'appeler Offenbach Archival Depot, donc OAD. OAD, c'est le nom, donc ça se passe dans la ville d'Offenbach, à l'ouest de l'Allemagne. Et là, les Américains s'aperçoivent que partout où ils passent, il y a des quantités de livres et de documents qui sont résultats de pillage, et ils vont donc tous les regrouper, au maximum. Ils vont regrouper plus de 3,5 millions de livres dans une usine à Offenbach. Et donc il y a une organisation militaire absolument incroyable. Et là aussi on peut se dire que de la même manière que les nazis ont consacré des moyens énormes, bah, quand même l'armée américaine va investir une usine IG Farben, mobilisée bien sûr, prise à l'ennemi, regrouper, donc là aussi faire tous les transports nécessaires pour regrouper ces documents. Et bon, vous avez tous des bibliothèques chez vous, vous posez tous la question qu'est-ce que je fais avec tous ces livres? Imaginez 3 millions de livres à trier, inventorier. C'est énorme, c'est vraiment un travail absolument gigantesque. Et ce travail va être fait en partie par des spécialistes liés au gouvernement américain ou à l'armée américaine, va être fait aussi par des prisonniers de guerre allemands, parce que voilà, il faut les mettre au travail. Et puis il y avait aussi quelques spécialistes. Et donc, entre 1945 et 1952, on va dire, ce point de tri et de contact de Offenbach va traiter donc 3,5 millions de livres. Et là-dedans, il y a de tout. Il y a des livres très très précieux, il y a des livres un peu du tout venant. Et donc se pose la question, à qui sont ces livres? À qui appartiennent ces livres? Et qu'est-ce qu'on en fait? Bon. Comment on reconnaît un livre? Ça, seulement si on a pris soin de mettre une marque d'appartenance sur le livre. C'est une évidence. Et dans le cas d'une bibliothèque comme celle de l'Alliance, bon, c'était assez clair. Dans une bibliothèque, on est organisé, on met des tampons sur les livres, on met des étiquettes, on peut facilement identifier un livre venant d'une bibliothèque de ce type. Beaucoup de gens, surtout les gens les plus fortunés ou dans le monde intellectuel, ont des bibliothèques avec des ex-libris, vous savez, ou des tampons, ou des petits papiers collés qui indiquent l'origine, la provenance et la propriété de l'ouvrage. Mais il va y avoir évidemment des centaines de milliers de livres qui vont être totalement, dont le propriétaire va rester inconnu. Où il y a une marque mais elle n'est pas suffisamment visible ou reconnaissable, mais donc, il va se poser ce problème. Donc ça explique ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a lancé, j'y reviendrai, l'idée de rechercher la provenance des livres dans beaucoup de centres dans toute l'Europe pour essayer de réparer, même 60 ans, 70 ans, 80 ans après, de réparer. Parce qu'il faut imaginer ce que c'est que la perte des livres. Alors, bien sûr, la perte de la vie, la perte des êtres chers, les gens qui reviennent de prison ou de déportation. On imagine tous à quel point c'est terrible, mais quand on a des témoignages là-dessus, quand Léon Blum, par exemple, revient après avoir été prisonnier et il rentre dans son appartement complètement vide et dit ce qui l'émeut, l'étreint le plus, c'est qu'il n'y a plus de livres dans son appartement. Et ça, vous pouvez le répéter sur des milliers et des milliers de cas. Par exemple, un médecin ou un avocat qui utilisait des livres pour son travail quotidien, mais il n'a plus son instrument de travail. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, on n'y pense pas, disons, quand on voit ces déplacements, mais ça a un effet aussi tout à fait remarquable. Donc, l'OAD va finalement fermer. Plusieurs membres de l'OAD, à l'intérieur de l'OAD va travailler une
une organisation juive, là, cette fois-ci, qui est chapeautée un peu par le gouvernement américain, mais qui va être une organisation qu'on va appeler Jewish Reconstruction, reconstruction juive. Et son but à elle va être d'essayer de récupérer des livres qui ne sont pas attribuables, parce que pas marqués à des propriétaires privés ou collectifs, mais qui pourraient, par leur contenu, être utiles pour des communautés juives. Et donc il va y avoir là aussi, encore une fois, un déplacement de ces livres, et cette fois-ci pour essayer de les faire passer à des utilisateurs juifs. L'Alliance en particulier, il n'avait pas, évidemment, très vite, l'Alliance pendant la guerre va d'abord, pendant la débâcle en 1940, va essayer de suivre le gouvernement français à Vichy, puis va se dissoudre. Il n'y aura plus de siège de l'Alliance en France, va se reconstituer autour du général de Gaulle qui va nommer René Cassin à Alger en 1943. Et donc il y a toute une période où il n'y a pratiquement pas d'organisation de l'Alliance. Et dès la libération de Paris, en fait, l'Alliance revient à Paris et va constater la perte de sa bibliothèque et va être averti par le gouvernement français et le gouvernement américain qu'il y a des millions de livres qui se trouvent à Offenbach et que peut-être les siens sont parmi ces collections. Et elle va missionner en particulier un personnage formidable qui est le grand rabbin Maurice Libert, qui était un grand rabbin parisien qui s'occupait aussi du séminaire israélite. Et l'Alliance va donc donner mission à Maurice Libert de se rendre dans les territoires allemands sous contrôle américain et d'aller visiter ces centres, donc celui d'Offenbach et d'autres, pour essayer de retrouver les livres juifs. Et il va y parvenir, et il va retrouver beaucoup des livres de l'Alliance, du séminaire, parmi les livres les plus précieux aussi, des magnifiques manuscrits, etc., passeront par ces mains. J'ai encore un peu de temps, parce que j'ai encore tout un chapitre. Oui. Alors, les livres viennent, donc il faut s'occuper aussi de leur restitution pratique. J'ai un stock de livres, donc là, le gouvernement français va créer des institutions, disons, auprès du ministère des Affaires étrangères et d'un autre ministère, une sous-commission du livre, une commission de récupération artistique, etc. Il faut penser que si on parle de questions de spoliation, de récupération, de restitution, récemment, ça a à peine 20 ans, s'est créée une commission d'indemnisation des victimes des spoliations, la CIBS, que le gouvernement français a développé, mais tout ça est relativement récent. Mais il ne faudrait pas faire l'erreur de penser que juste au lendemain de la guerre, les Français, les autorités françaises et les populations concernées ne se sont pas préoccupés de ça. Donc tout de suite après la guerre, on est encore en 1944, des institutions se créent où on va essayer de mettre en commun physiquement des livres et d'établir des listes avec les signes d'appartenance pour que des gens qui reviennent de captivité, qui reviennent de déportation, ou les descendants, les ayants droit, puissent interroger l'administration française en disant voilà, mon appartement a été pillé, il n'y a plus de livres, est-ce que vous avez ces livres? Et il va y avoir pas mal de restitutions qui vont se faire à ce moment-là. En tout cas, il y a beaucoup de dossiers qui vont être déposés à ce moment-là. Ça permet de suivre toute cette histoire. Et d'ailleurs, pour documenter toute cette histoire, qu'est-ce qu'on a comme source? On a, donc c'est les sources des restitutions, c'est-à-dire les gens qui, après-guerre, se présentent pour dire voilà, j'ai été victime, je décris plus ou moins ce qu'il y avait dans mon appartement, alors des tableaux, des livres, etc. Et je dépose un dossier, donc ça, c'est conservé, on peut voir aujourd'hui qui a déposé un dossier, qu'est-ce qu'il réclamait. Mais l'autre aspect des choses, c'est les listes réalisées par les pilleurs eux-mêmes. Et l'armée allemande, le RR, était très organisé, comme on peut s'en douter. Et donc, il existe beaucoup de documents d'archives où les pilleurs, ils font leur boulot et ils disent voilà, aujourd'hui on est allé dans tel endroit, on a retiré 45 000 caisses,
parfois il y a des listes de livres, en tout cas il y a des listes assez précises maintenant des endroits où ils sont allés piller. Donc aujourd'hui, pour récupérer, pour l'idée de restituer les livres, et ça préoccupe des gens 2-3 générations plus tard. Il y a aujourd'hui des demandes de restitution qui sont encore actives. Et ben, on peut les guider, les aider grâce à ces archives retrouvées. Ça, la Bibliothèque de l'Alliance est beaucoup préoccupée de ça, et la Commission française des archives juives, dont je m'occupe aussi en partie, a beaucoup contribué à rendre public ces listes qui permettent aujourd'hui à des gens de voir sur Internet, de taper leur nom et puis de voir, ah bah, oui, bah tiens, mon grand-père a été spolié, il a déposé un dossier, je peux un peu suivre cette affaire. Bon. Alors maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect, c'est, je vous ai raconté ce qui s'est passé à l'ouest de l'Europe, quand ces livres et ces archives ont été récupérés, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est l'armée rouge qui arrive sur place? Évidemment, la réalité est toute différente. Donc, un énorme territoire qui est couvert par l'armée rouge, qui va de la même manière que les Anglo-Américains retrouver des caches de livres, d'archives, etc. Mais là, évidemment, la réalité historique, c'est que l'attitude va être totalement différente, et les autorités soviétiques vont se saisir de tout ce qu'ils vont trouver. En gros, la doctrine russe, c'est simple, c'est, je ne sais pas, totalement faux. L'URSS a été victime d'une agression et a perdu énormément d'hommes et de biens pendant la guerre. Donc, tout ce qu'on va trouver en Allemagne, c'est des prises de guerre, c'est du butin, et ça nous appartient directement. Donc, y compris ces documents qui, parfois, sont parfaitement identifiables, hein, et dont on sait très bien, dont les Russes auraient pu très bien dire à l'époque, voilà, je sais d'où ça vient, mais ils n'ont pas du tout la même réaction. Et donc, ces millions et ces millions de documents, là aussi, vont se retrouver dans beaucoup d'endroits dans le territoire conquis par les Russes, et puis il y a aussi dans ce qui allait devenir les pays frères de l'Est de l'Europe, soit la Russie, l'URSS elle-même, soit aux alentours. Et les Russes vont, en ce qui concerne en tout cas une grande partie des livres, et surtout pour des archives, ils vont créer une institution spéciale qu'on va appeler les Otsory Archives en russe, les archives spéciales, qui ont leur siège à Moscou. Ils créent un énorme bâtiment là encore. Mais là, il va y avoir tout ce travail professionnel, comme les Américains l'ont fait à Offenbach, pour trier et identifier, mais c'est pour que ça reste dans les réserves soviétiques. Et ces archives spéciales, ça me donne une idée très précise, elles sont gérées par qui? Par le NKVD, qui va devenir le KGB, c'est-à-dire par les services secrets de l'URSS. Parce que, à quoi ça sert ces archives? Pour les nazis, il y avait donc l'aspect idéologique, les livres juifs, et puis les archives volées, elles servaient aussi à retrouver la trace d'ennemis. Pour les Russes, c'est un peu la même chose. Par exemple, dans les archives des Russes, Polonais émigrés, ils vont trouver beaucoup de choses qui les intéressent eux en tant que se lancer à la poursuite des anciens Russes blancs, des émigrés russes qui ont quitté le pays à l'avènement de l'Union soviétique, par exemple. Et puis, dans tout ça, il y a énormément d'archives d'État. Les pays occupés, c'est vrai pour la France, la Belgique, les Pays-Bas, pratiquement tous les pays d'Europe, les ministères ont été pillés aussi. Parce que c'est de l'information, de la richesse, alors évidemment en priorité les ministères de l'Intérieur, les ministères de la Défense par exemple, mais il va y avoir des dizaines et des dizaines de sociétés, donc des archives publiques, gouvernementales, municipales, départementales, etc. Et puis des archives et des archives privées. Et tout ça, ça va se retrouver dans ces fameuses archives de Moscou, qui elles, évidemment, ne seront pas du tout connues en Occident. On en apprendra, disons, l'existence à la chute du régime soviétique. Ah, je suis prévenu en 1989,
israélien, qui était responsable d'un centre d'archives à Jérusalem, qui donc, connaissait le russe et qui, donc, à l'ouverture des portes de la Russie post-soviétique, va sur place, puis il y en aura d'autres, il y a surtout une chercheuse américaine qui s'appelle Patricia Glumstead, et qui vont pouvoir pour la première fois rentrer dans ces locaux, dans ces archives spéciales, et qui vont s'apercevoir qu'elles sont remplies de documents volés pendant la guerre, et de volés un peu partout. Et donc, dans le cas de l'Alliance, on va être averti, donc en 1992, qu'il y a un certain nombre de dossiers totalement dictés à l'Alliance israélite universelle ou École normale israélite orientale, vraiment qui nous appartiennent, et qui sont chez les Russes. À partir de là, se joue un jeu assez curieux de négociation. En fait, ce n'est pas les instituts ou les individus eux-mêmes qui vont aller réclamer aux Russes. L'Alliance n'est pas allée déposer une plainte devant le gouvernement russe de l'époque, mais c'est le ministère des Affaires étrangères de la France qui va négocier par leurs archivistes et leurs spécialistes le retour de ces archives. Et ça va être l'objet d'une négociation, on va dire, voire d'un marchandage vraiment qui va durer des années. Donc on redécouvre l'existence de ces archives au début des années 1990. On va avoir physiquement le retour de ces archives sur les rayonnages de la Bibliothèque de l'Alliance en l'an 2000. Entre-temps, il se sera passé plein de choses. Il y aura eu différents gouvernements français, différents gouvernements russes, une crise à la Douma, des nationalistes russes qui prennent le pouvoir et qui, au bout d'un moment, disent bah non, on n'a pas du tout envie de rendre quoi que ce soit. Ce qui est ici, comme au temps de l'Union soviétique, c'est du butin de guerre, donc il n'y a aucune raison qu'on le rende. Ça va être très, très compliqué. Il va y avoir des épisodes, j'allais dire, cocasses peut-être pas, mais baroques en tout cas. Il y a des négociations qui se font sur le point de vue financier. Le gouvernement français est prêt à verser, à l'époque, 3,5 millions de francs aux archives russes pour permettre le déplacement des archives et leur microfilmage. À l'époque, on microfilmait, on ne numérisait pas encore. Et puis on va s'apercevoir que l'argent va être versé par les Français et le responsable russe va disparaître avec. Ça fait partie des aventures de cette histoire-là. Bon an, mal an, finalement, les documents vont venir. Et donc, pour l'Alliance israélite universelle, alors c'est beaucoup moins massif que tous les livres qu'on allait recevoir de Francfort pendant plusieurs années. Là, c'est une quarantaine de boîtes d'archives qui nous sont confiées. Et là encore, il n'y a rien de mieux que les régimes totalitaires pour gérer les archives. Et donc, aussi bien les nazis ont conservé les livres et les archives ont été prises aussi, les Russes ont conservé les archives, les ont conditionnées, ils ont créé des boîtes, etc. On crée des inventaires, donc on a des inventaires en caractère cyrillique. C'est dommage, je ne peux pas me projeter, mais on a reçu donc en provenance du ministère des Affaires étrangères qui lui les avait reçus de Moscou, donc une quarantaine de boîtes qui étaient des boîtes avec des étiquettes en caractère cyrillique. Et à l'intérieur de ces archives, pour chaque liasse de documents, il y avait un inventaire descriptif en russe avec, on pouvait même voir qu'il y avait des contrôles périodiques. Les documents, ils sont restés 60 ans là-bas. Donc, pratiquement 60 ans. Et là, il y avait les inventaires avec les notations réalisées par tel nom d'archiviste russe, contrôlées par le nom d'un autre architecte 10 ans plus tard, etc. Donc il y a eu un vrai travail réalisé. Donc, encore une fois, l'historienne Patricia Glumstead, qui s'est beaucoup occupée de ces questions, a une formule pour évoquer toute cette histoire, c'est que ces documents, ils ont été 2 fois pillés et 2 fois sauvés. Malgré tout, si les documents étaient restés, quand serait-il arrivé? Ils auraient pu être pillés par n'importe qui sans idée de les conserver, ils auraient pu être détruits dans les bombardements, etc. Donc, quelque part, là encore un paradoxe de cette histoire, les régimes totalitaires, certainement pas dans l'intention de faire le bien des collections volées, les ont conservées. On
documents sont revenus de Moscou. Il y a eu des milliers de mètres linéaires d'archives qui sont revenus dans les différents ministères français, par exemple, et puis qui sont revenus chez des individus ou des ayants droit d'individus. Les archives de Léon Blum, j'en ai parlé, de plusieurs personnages, j'avais une liste de personnages, d'hommes politiques, de savants, etc., qui ont vu des restitutions s'opérer seulement donc, à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Georges Mandel, par exemple. Sylvain Lévy, c'était un savant orientaliste qui a été président de l'Alliance israélite universelle. Sa famille a récupéré ses archives. Le germaniste Edmond Vermeil, il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Et dans tous ces cas, il y en a un qui est particulier, je terminerai, je pense, là-dessus, c'est le cas de Salomon Grinbach. Salomon Grinbach, c'est totalement oublié aujourd'hui, mais c'est un homme politique français important dans les années 30 et jusqu'aux années 50, socialiste, très défenseur des droits de l'homme, des droits des étrangers en particulier. Et il se trouve que dans les archives, donc, ces archives, suivant le chemin que je vous ai expliqué, son petit-fils les a récupérées et a décidé, il ne savait pas trop comment faire, de les donner à la bibliothèque de l'Alliance. Donc on a hérité par ce biais-là des archives de Salomon Grinbach. Et qu'est-ce qui est passionnant là-dedans, c'est que Salomon Grinbach était donc un député français et il avait une réputation d'aider les étrangers, les réfugiés. Et il y a des centaines de lettres et de petits dossiers dans ces archives qui sont les demandes faites par majoritairement des juifs, mais pas que, allemands et autrichiens, vivant en France entre 1939 et l'arrivée des nazis en 1940, internés, comme vous le savez, par le gouvernement français, par la Troisième République française, dans des camps comme ennemis, et qui demandent à M. Grinbach, qui est une sorte de figure tutélaire, qui lui écrit pour dire voilà ma situation, essayez de me libérer. Et Grinbach va monter toute une organisation pour en libérer un certain nombre. Beaucoup vont pouvoir sortir des camps d'internement français, mais vont retomber ensuite dans d'autres internements et beaucoup vont opérer de la Shoah. Mais par exemple, voilà un cas où, grâce à ces archives, on les a traités, on a donc des nouvelles personnes. Aujourd'hui, quelqu'un peut faire une recherche pour voir que son ancêtre est venu en France et il y a, comme c'est des dossiers un peu de demande d'aide, il y a souvent beaucoup de détails sur la vie privée des gens. Pourquoi ils sont venus là, comment ils sont arrivés, de quoi ils vivent, etc. L'archive, ça a une vie, ça a une valeur évidemment énorme pour l'historien, mais pour le citoyen aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut être conscient. L'archive, les livres et les archives ont été parmi les victimes, disons, de cette période. Les victimes juives, bien sûr, mais pas seulement, vous l'aurez compris. Un bouleversement qui implique des millions de documents et qui implique aussi donc, une mobilisation énorme, à la fois des pilleurs et des gens qui vont restituer aussi. Donc voilà, c'est tout un pan de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale qui, à mon avis, est encore très peu connue, qu'on essaye de développer, de faire mieux connaître. On essaye aussi, à travers, il y a tout un monde professionnel dans les bibliothèques, en particulier dans les bibliothèques allemandes, mais un peu partout en Europe, où cette nouvelle génération de bibliothécaires, je ne parle pas de moi, qui n'a pas connu cette période, est beaucoup plus encline à se pencher sur ses propres collections et de faire ce qu'on appelle de la recherche de provenance. C'est un travail là encore terrible, de regarder pratiquement livre à livre dans les livres anciens des bibliothèques, de les sortir et de regarder s'il y a des marques, des estampilles, des notes, etc. Et il y a tout un mouvement comme ça qui se lance où les bibliothèques, les centres d'archives partagent leurs données, leurs informations, et grâce aux réseaux sociaux, Internet, aux bases de données, et bien de plus en plus de gens peuvent se voir restituer des livres. Et il y a la Bibliothèque nationale de France, par exemple, a restitué récemment des livres, et nous, on a reçu, ça nous est arrivé déjà 2 ou 3 fois, d'Allemagne, par exemple une fois d'un marchand
marchand allemand, un antiquaire allemand, antiquariat, qui vend des livres anciens, qui était tombé sur un livre portant un tampon de l'Alliance. Il a eu l'idée, non pas de le mettre en vente, mais de le recycler. Voilà le genre d'histoires qui peuvent encore aujourd'hui arriver. Voilà, j'ai fini ce voyage dans le temps. Je n'ai pas trop perdu en route, mais évidemment, je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci, cher Jean-Claude Coupermin, pour cette belle communication sur un temps méconnu du grand public concernant les Juifs, du long processus de destruction des Juifs d'Europe. Quand on parle de la destruction des Juifs d'Europe, on a souvent en tête l'épilogue final, l'arrestation, la déportation, la destruction physique, mais il y a évidemment la perte des droits civiques, la spoliation, la réalisation économique, aussi distinctif complètement au fort de l'époque jeune, l'arrestation, la déportation, etc. Donc, merci de nous avoir permis d'appréhender de l'Europe de l'Ouest à l'Europe de l'Est. Comment dirais-je, merci pour cet éclairage sur le rapt des archives, livres, ouvrages, bibliothèques, pillages de maisons. Vous avez rappelé effectivement la mémoire d'Edmond Vermeil, bien connu ici. J'avais participé à un colloque en 2011 à Congénie, dans la Vaunage, terre protestante qui a sauvé énormément de Juifs. Colloque intéressant sur Edmond Vermeil, Marc Bloch, sur la résistance à Montpellier. D'ailleurs, on parle de Marc Bloch, Michael Delafosse lui a récemment rendu hommage avec le parvis devant l'université Paul Valéry. On parle moins de son fond d'ouvrage. Il était jaloux de sa collection de livres. Edmond Vermeil, Marc Bloch qui habitait rue Saint-Croix, dans loin de la place d'Agano. Vous avez évoqué aussi la mémoire de Lutzato. À Montpellier, on a deux trésors d'ivresse, mais vous ne les prendrez pas à l'Alliance. C'est le Marzov, le recueil liturgique rédigé par les Juifs lors du dernier exil dans le Comtat de décembre 1394. Ils vont consigner noir sur blanc sur parchemin un recueil hébraïque liturgique pour les grandes fêtes de Tishri, Rosh Hashanah Kippour, le Nouvel An, le Grand Pardon. C'est un unicum vraisemblablement parce qu'il ne renvoie pas à la France du Nord, à Tsarfat, ni à Séfarade. L'Espagne, bien que beaucoup de Juifs locaux sont de souche ibérique, c'est des Juifs de Provence. Provence, c'est Occitanie, Provence. Il n'est pas richement ornementé comme le Marzor Vitry, ou comme des Marzorines de terre ashkénaze, mais on en est très fiers. Christine Feuillat s'en occupe très bien. Et à savoir où il va aller prochainement, va-t-il migrer en 2028 dans le musée, effectivement, dans l'espace muséal voulu par la ville avec les archives? Va-t-il migrer vers un autre espace muséal? Nous ne savons pas, mais en tout cas, on est très content d'avoir cela. Sans oublier de suivre cette affaire. Oui, sans oublier l'autre trésor livresque avec le manuscrit de Yosef Nathan Cohen. Évidemment, comment ne point parler aussi du trésor lapidaire qui est le Mikvé, dont on a de cesse de parler ici et là. Alors on va donner effectivement la parole au public. Non, j'ai oublié de faire une minute de silence pour rappeler la mémoire effectivement des enfants qui passent, dont les corps ont été rendus aujourd'hui. Ces enfants coupables, juifs coupables encore une fois, des enfants coupables du conflit au Proche-Orient. C'est une triste nouvelle que leur disparition. Et les corps ont été rendus aujourd'hui aux autorités israéliennes. Donc une pensée émue pour ces petits bouts de chou qui n'avaient rien fait. Dont leur seul tort était effectivement d'être juifs et israéliens. Y a-t-il des questions pour notre ami Jean-Claude Coupermin? Oui? Merci pour votre long exposé. Vous avez évoqué le nom de Rosenberg, vous avez évoqué également la bibliothèque de Francfort, c'est une capitale des musées en Allemagne, très importante. Vous avez évoqué toutes ces personnalités, les médecins, les scientifiques qui se sont fait spolier leurs livres en France. Ma question est la suivante.
il y a eu un congrès sur la Deutsche Physik à Comme en Italie, auquel donc Einstein a refusé de participer. Est-ce qu'il y a eu sur ces questions de spoliation de livres un quelconque congrès, un quelconque événement en Allemagne, précisément par rapport à cette question? Alors oui, je vous indiquais qu'il y a... c'est un domaine de la recherche qui s'est développé dans les années récentes, et en tout cas moi je peux parler de ce qui se passe dans le monde professionnel, des bibliothécaires et des archivistes. Donc oui, il y a des réunions, il y a des colloques, des réunions de travail, des revues, même des livres. Voilà, j'ai amené avec moi deux ouvrages sur le retour des collections volées. Et là, ça s'appelle Retour de Russie. Ce sont des ouvrages collectifs où dans chaque pays, vous avez des archivistes et des bibliothécaires qui se consacrent à reconstituer cette histoire et à échanger entre eux. Donc oui, c'est un domaine scientifique en plein développement, et ça j'en suis vraiment heureux parce que clairement, je ne vais pas tout évoquer, mais clairement quand j'ai commencé à travailler dans le milieu des bibliothèques juives, la position était, oui, on savait qu'il s'était passé quelque chose. À la bibliothèque de l'Alliance en particulier, évidemment, qui était victime, mais ça m'avait été transmis comme ça par mes prédécesseurs, mais ça n'avait jamais été l'objet d'une recherche précise. On savait que les livres avaient été volés, on savait qu'ils avaient disparu, on n'a jamais cherché pendant des décennies à vraiment en savoir plus. Et aujourd'hui, voilà, il y a des savants, des chercheurs, des historiens qui se consacrent à ça, à travers donc, les sources, comme j'ai dit, à la fois les sources venant des nazis, à la fois des sources qu'on retrouve en Russie, en Amérique, les sources de l'armée américaine, par exemple, qui sont extraordinairement utiles. Et puis, il y a donc une sorte de petite internationale des chercheurs de provenance. Et c'est vraiment, ça devient une compétence particulière du métier de bibliothécaire aujourd'hui. Donc il y a vraiment une volonté, disons, de faire la lumière sur ces questions. D'autres questions ou interventions? Oui, Carole, tu as une voix qui porte. Alors on écoute la question. J'ai ma voix qui porte. Pardon. Si vous permettez, 3 petites observations et une question. Première observation, c'est d'abord remercier le conférencier pour cette magnifique conférence, très actuelle par sa problématique. Et je peux apporter mon témoignage concernant la richesse de la bibliothèque de l'Alliance israélite. Quand j'ai commencé mes recherches sur les Juifs de l'Europe de l'Est et particulièrement sur les Juifs de Roumanie, à l'époque communiste, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Roumanie. On m'a dit à l'avance, tu ne dis pas que tu travailles sur les Juifs, et de toute façon, ils vont te montrer. J'ai fait la bêtise de dire que moi, je travaille sur les minorités, ce qui était la même chose. Donc, malheureusement. De toute façon, ils ne m'ont rien donné. Et je voulais faire une recherche sur les Juifs. Eh bien, c'est à la bibliothèque de l'Alliance que j'ai trouvé une documentation richissime. L'autre documentation, c'est au ministère des Affaires étrangères, où il y a les rapports des consuls et des représentants de la France dans divers pays. Mais là aussi, c'est un océan. Il faut voir qui fait les rapports, etc. Donc, effectivement, j'ai vu tout à l'heure qu'on s'intéressait aussi aux Juifs de Perse. Quelqu'un qui veut travailler aujourd'hui sur l'histoire des Juifs de Perse, la meilleure bibliothèque et les archives, c'est l'Alliance. Donc, c'est dire ce que vous avez dit, que c'est la bibliothèque la plus riche en Europe aujourd'hui, mais c'est la plus riche surtout pour les archives, qui est un geste tout à fait exceptionnel. En disant cela, donc je suis extrêmement reconnaissant de ce que j'ai pu travailler à l'époque, et j'étais tout à fait au courant du fait que les Russes ont commencé, je ne savais pas ces détails, qu'il y a aussi des sordides d'histoire d'argent, en hébreu on dit à qui c'est fiané, l'argent répond de tout. Le principal, c'est qu'on a pu récupérer les archives récupérées des Russes, de Russie, de Moscou. Il y a encore des choses nouvelles
qui concerne aussi l'histoire de ces communautés juives. Donc là, effectivement, voilà, ça c'est cette observation qui me paraît importante et personnellement, et pas seulement moi, tant de chercheurs, on peut dire des centaines de chercheurs du monde entier qui ont pu faire leurs recherches grâce aux archives de l'Alliance. Mais à l'époque, l'Alliance avait quelques mécènes, elle était aidée, tandis que malheureusement aujourd'hui, c'est là la question que je vais vous poser, il n'y a plus de mécènes et comment on tient le coup. On a vu par exemple qu'à un moment donné, l'Alliance a dû se défaire entre guillemets d'un ouvrage médiéval très important parce que évidemment il y a des problèmes d'argent. Alors comment vous allez faire, comment dans l'avenir, sur qui vous comptez pour que effectivement l'Alliance puisse continuer cette œuvre exceptionnelle de documentation. Merci Carole. On se souvient de vos visites nombreuses dans nos archives. Vous posez une question fondamentale, évidemment, mais qui est réelle. Dans tout le budget municipal, par exemple, la part de la culture, de la conservation, de la mémoire n'est pas toujours suffisante et n'est pas toujours mise en avant. Dans une institution comme l'Alliance, effectivement, la question se pose. Cet épisode douloureux de la vente du Marzor, d'ailleurs vous parliez du Marzor de collection de Luzzatto, effectivement c'est un de ces livres-là, elle peut, à mon sens, se comprendre parce que l'Alliance est aujourd'hui en train de faire, c'est-à-dire qu'on a converti en quelque sorte la somme d'argent récupérée par cette vente dans un soutien à l'action de la bibliothèque aujourd'hui. Donc, une partie du budget de la bibliothèque est alimentée de cette manière-là. Ce n'est pas éternel, mais c'est déjà, ça aide évidemment dans ces périodes difficiles. Mais pour le reste, il va falloir, et c'est ce qu'on fait, essayer de se retrousser les manches, d'aller voir des financeurs. Et les financeurs sont assez peu des financeurs publics. On a des bonnes relations avec le ministère de la Culture, avec les BAC, etc. Mais chaque fois, il y a des dossiers à monter, vous voyez bien, etc. C'est compliqué. Il y a quelques fournisseurs institutionnels dans le monde juif qui aident beaucoup. Je pense à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, par exemple. Je pense à l'Institut Alfred Rothschild, à la Fondation Rothschild Anadiv de Londres. Eux ont consacré vraiment tout un pan de leur activité philanthropique à la question des bibliothèques et des archives. Et donc ils aident, là encore, de nombreux centres anciens, nouveaux, dans des pays très mal équipés, etc., pour la préservation de ces archives. Donc on candidate là aussi. On est en train de travailler vraiment sérieusement à approfondir encore une collaboration déjà existante avec la Bibliothèque nationale d'Israël, qui joue un rôle très important. La Bibliothèque nationale d'Israël, qui est un pays quand même incroyable, qui, dans l'année qui vient de s'écouler, je n'ai pas besoin de donner de détails, mais a inauguré une des plus belles bibliothèques nationales du monde. Un bâtiment absolument incroyable, qui est au cœur de Jérusalem, en face de la Knesset, et qui a pu être inauguré cette année malgré tout. Et je dirais que c'est un lieu aussi, mais c'est déjà ancien, un lieu de solidarité et de vision globale de la documentation juive. La bibliothèque d'Israël qui a eu plusieurs noms, plusieurs réalités, et nous, dans l'action de la bibliothèque de l'Alliance, on essaye de travailler au maximum avec des coopérations. Donc on a des projets communs avec la Bibliothèque nationale de France, avec la Bibliothèque numérique Gallica, avec l'Université de Harvard, avec la Bibliothèque numérique européenne, Europeana, on est partie prenante, etc. Donc voilà, on essaye de grappiller, si j'ose dire, mais vous avez raison, la question à long terme de la pérennité de ce type de lieu de
observation qui a vraiment la particularité de n'être ni nationale ni universitaire. Parce que très souvent, les grandes collections, elles dépendent d'une bibliothèque nationale, ou d'une collectivité territoriale, ou d'une université. Ah non, nous, c'est la charge de l'Alliance seule. Et donc, il faut nous aider. Je voulais juste ajouter un petit mot, j'ai oublié de dire tout à l'heure, à propos de la politique des nazis, de ces paradoxes que finalement, on a détruit la bibliothèque universitaire de telle ville qui a été bombardée, et puis les archives des bibliothèques juives sont restées. Donc n'oublions pas que les nazis ont voulu faire le musée de la race disparue. Et notamment, ça c'est ce qui s'est passé donc, en ex-Tchécoslovaquie, à Prague, la synagogue Pinkaz. Donc les nazis ont ramassé toutes les richesses patrimoniales là où ils ont pu. Et paradoxalement, grâce à ça, on a conservé aujourd'hui des témoignages sur ces communautés juives de l'Europe de l'Est, qui sont des témoignages exceptionnels. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui des Juifs de Pologne, malheureusement, qui ont été anéantis? Il n'y a plus de parents, il y a des familles entières qui ont été anéanties. Eh bien, ce que je voulais dire à propos du pillage, c'est qu'effectivement, ils sont venus en France, dans les pays occupés, et c'était très intéressant ce que vous avez dit, ils sont venus piller aussi les appartements des Juifs déportés. Et ici, je dois dire la chose suivante, à propos des Juifs de Roumanie. Une partie des Juifs de Roumanie ont été épargnés parce que, dans la deuxième partie de la guerre, ils n'ont pas été envoyés à Auschwitz. La Shoah en Roumanie, c'est paradoxal, ils sont massacrés au début de la guerre, et à partir de 1942, ils sont effectivement épargnés. Mais le gouvernement d'Antonescu a accepté que tous les Juifs roumains qui se trouvaient à l'étranger avec des passeports roumains, reconnus comme roumains, soient envoyés à Auschwitz. Je n'ai pas fini. Donc, de France, Serge Passoil a donné la liste, 3300 Juifs roumains qui vivaient en France. Une grande partie des milliers de médecins, d'ailleurs, ont été envoyés à Auschwitz et tués à Auschwitz. La fin de l'histoire. Le gouvernement a accepté que ces Juifs soient déportés, et ensuite ils ont réclamé les biens que ces Juifs ont laissés en France. C'est quand même assez exceptionnel, et aussi des biens livrés, etc. Voilà un peu ce que Merci. nous amène Merci. la richesse de votre conférence, mais je devais quand même rappeler ces choses. Absolument. On va lever la séance, on va remercier Jean-Claude Perming pour cette belle communication. On va lui préciser qu'à la bibliothèque de l'Institut Maïmonide, qui est riche de près de 5000 ouvrages, il faut qu'on étiquette, et c'est un travail important et fondamental. On a quelques ouvrages de la fin du 19e siècle, de Brière Narbonne, d'exemplaires, on a quelques ouvrages liés aussi à l'affaire Dreyfus, qui nous ont des fonds d'ouvrages de personnes, de personnalités, du musée d'art juif, du grand rabbin et professeur Sirat aussi. Donc à l'occasion, nous montrerons, mais c'est si peu à côté évidemment des trésors patrimoniaux, des trésors livresques de la vie. Rendez-vous donc très prochainement avec Michael de Saint-Chéron, je crois que c'est le 4 mars, n'est-ce pas? Il interviendra autour de son dernier livre, Les 7 palais célestes d'Anselm Kiefer, La mémoire du monde, à 18h30, salle Pétrarque de Montpellier. Merci, chers amis, à la prochaine.